Et on a parlé ce jour, il m'a dit, est-ce que vous devez venir ici avec mon groupe d'éthique? Et ça y est, c'est pour ça que je suis ici, et que tout est fait avec, très rapidement, parce que je ne savais pas, je pourrais venir ici. Donc, c'est surtout faire un hommage à mon cher professeur Lejeune, et vous raconter que les plus grands cadeaux que j'ai reçus pendant mes années que j'étais avec lui, c'était ma conversion personnelle et professionnelle. J'étais sur la culture de la mort et c'est avec lui que je changeais. Si je peux avoir la suivante, s'il vous plaît. La suivante. Donc, ça c'est moi, il y a 37 ans, le bébé qui est dans les genoux du professeur Lejeune et la deuxième de mes filles qui est née à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, en marchant dans la marche de la vie. Je suis passée par l'hôpital, j'ai dit, oh, ça, c'est l'endroit où il est né. Donc, la première fois que je suis venue, ça c'était la deuxième fois. La première fois que j'ai très peu de photos avec le professeur Lejeune, j'ai 5 photos. Et je pense qu'ils m'ont dit, j'étais à la Fondation Jérôme Lejeune, et ils m'ont dit qu'ils ont trouvé peu de photos de Jérôme Lejeune avec ses malades. Donc, le jour qu'il est mort, je pense qu'il avait 7 photos plus ou moins faciles pour la trouver. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils m'ont coupé et c'est 7 qu'il a dit, voilà professeur Lejeune avec un de ses malades. Ma fille n'est pas prisonnique, mais elle a un petit yeux comme ça pour l'origine mexicaine. Mais bon, ça passait, elle est devenue fameuse. Et pendant ses frères et sœurs, ils tous rigolaient, oh, ils sont fantastiques. Mais c'est comme ça. Et il y a quelques fois que c'est comme ça, quand je suis allée à la Fondation Jérôme Lejeune mercredi dernier, et plusieurs personnes me disaient, oui, on la connaît. Et après, ils ont pensé, ah, c'est la dame en rouge de la photo. Donc ça, c'est une chose aujourd'hui. Donc, quand je suis arrivée, je viens d'une famille d'origine catholique, mais tristement, la franc-maçonnerie, on dit comme ça, franc-maçonnerie, sa franc-maçon est entrée dans la famille avec mon grand-père maternel. Il a étudié aussi médecine et il était dans l'école militaire de médecine. Et beaucoup de personnes qui sont dans les écoles militaires ou font la politique, dans mon pays, ils deviennent franco-maçons. Donc, c'était le cas. Mon papa n'était pas un maçon. J'ai demandé, je dois savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'au début, c'était pour moi, j'étais fière que mon grand-père, il était maçon, je ne comprenais pas ce que c'était. Il était un bon grand-père, mais il a voulu être politicien, donc il a commencé avec ça. Donc, quand je suis née, ils ne m'ont pas baptisée, parce que mes parents pensaient que chacun devrait choisir sa religion. Mais Dieu avait un plan pour moi, la divine providence. Donc, mon papa, il avait fait la médecine, après il a fait un doctorat en biochimie aux États-Unis. Il était le premier biochimique avec un doctorat dans nos pays. Donc, il a fait surtout la recherche pendant des années. Donc, on a habité à un hôpital qui s'appelle l'Institut national de cardiologie. Je fais la référence à cause du docteur. Et il a étudié toute sa vie la réponse et quoi faire à l'infarctus du myocarde. Et il y avait un bâtiment pour les familles des personnes qui faisaient les recherches. Et c'était que des familles catholiques. De l'autre côté, on avait des religieuses dans l'hôpital, tous en blanche, je pense que c'était du Verbo Encarnado, de Verbe incarné. On jouait avec elles, ils nous donnaient du pain et des choses. Mais il est arrivé le jour où on avait les classes de catéchisme. Donc je suis allée demander à mes parents que je voulais à la classe de catéchisme. J'allais à une école laïque avec un autre niveau académique, mais très laïciste. Donc, ils étaient cohérents et ils m'ont dit,
c'est vrai que tu veux, personne te force, tu peux y aller si tu veux. Et c'est comme ça que quand j'avais 10 ans, j'ai reçu mon baptême et ma première communion. Mais après, comme j'étais dans une famille qui n'était pas pratiquante, j'ai oublié pendant l'adolescence ça. Donc j'ai vécu une vie personnelle et professionnelle très libre. J'ai étudié à une université catholique d'une ordre religieuse, mais même si j'étais là, j'ai essayé de ne pas être très proche des prêtres. Donc, mes amis étaient libérales comme moi, très scientificistes, et ils nous ont apporté, comme partie de notre formation, à un petit village où on avait, c'était un petit village pauvre, comme on dit ça à Latine-Amérique, Amérique latine, sans des rues, sans d'eau courante. Et ils m'ont dit, vous devez frapper dans toutes les portes et demander combien de femmes est-ce que vous savez, est-ce qu'ils sont à l'âge de fertilité. Et vous imposez la contraception. Ça, c'est le début des années 80, 2 ou 3 ans avant que je suis venue avec professeur Lejeune. Donc, je me souviens que je frappais à une porte, c'était Madame Clotilde, et je demandais, je savais qu'elle était à un âge de fertilité, je dis, quelle contraception est-ce que vous utilisez? Et il m'a dit, le prêtre, le dimanche, nous a dit qu'on ne doit pas utiliser la contraception. C'était une époque où il parlait, non? Donc, elle avait très clair. Et je me suis dit, bon, mais il est le prêtre, moi je suis le médecin. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, j'ai donné la pilule en expliquant qu'est-ce qu'elle va faire. Ça venait de l'Organisation mondiale de la santé, ça venait de Soros, ça venait de Bill Gates, la même histoire qu'on vient de vivre. Et presque, avec une grande surprise, Madame Clotilde m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous me donnez un médicament si je ne suis pas malade, une pilule? Parce que je sais, tu sais pas. Elle savait, c'était moi qui ne savais pas. Parce que dans la pharmacologie, ils disent, c'est le seul médicament que ça donne pour faire mauvaise en fonction qui est normale et qui est bien. Et que ça vient du cerveau. Et ça fait 150 changements chimiques dans le corps d'une femme. Elle n'avait pas étudié pharmacologie, mais elle avait du sens commun. C'est pour ça que je travaille surtout avec des personnes très simples dans la scolarité, très simples dans l'économie, parce qu'ils ont un sens commun très rapide. Si je parle avec les femmes de la vie, si j'aurais su, j'aurais parlé avec les femmes de la vie, parce que ça que j'ai fait le plus dans les consultations de bioéthique toujours, aujourd'hui, ce sont des cas sur des décisions bioéthiques à la fin de la vie. Donc, je suis en charge de prendre les malades qui sont en phase terminale et les aider à la famille ou à eux à prendre des décisions sur ces sujets. Il y a beaucoup de choses qu'on peut proposer dans une loi qu'on peut changer, que ça devient de notre côté et pas dans le côté de la culture de la mort. Donc, ça passait une semaine, je suis retournée et Madame Clotilde me dit, j'ai pris la boîte et ça manquait seulement de pilules. Je dis, mais si ça s'est passé 7 jours, pourquoi est-ce que vous avez pris seulement 2 pilules? Et Madame Clotilde m'a dit, parce que je ne suis pas malade de rien et votre pilule me fait mal. J'ai mal à la tête, voilà ma peau et tous les changements comme ça. Elle avait bon sens, seulement. Donc, cette fois-ci, j'ai fait plus obligatoire le sujet, parce que ça devenait de l'Organisation mondiale de la santé, de Soros,
Bill Gates, les mêmes qui sont toujours. Donc j'ai essayé de renforcer encore plus et je lui ai dit, si vous ne la prenez pas, on ne viendrait pas et on ne prendra en charge du grand-parent qui a de la diabète et de petits qui besoin des choses pédiatriques. Vous devez les prendre et si la prochaine fois, ça ne manque que 8 pilules, on ne vous soignerait plus. C'est faire des choses obligatoires. Je les ai fait. Donc, je suis arrivée, il n'y avait pas les 8 pilules. Bravo, Madame Petit. Vous avez compris ce que vous devez faire. À cette fois-ci, ils ne savent pas dire des mensonges. Et il a dit, je ne les ai pris. Ils ne sont pas là. Oui, j'avais peur que vous m'ayez compris. Donc, regardez, elle avait un tout petit patio, elle l'avait mis dans ses plantes. Et il m'a dit, voyez comment est-ce qu'ils poussent. Oui, ce sont des stéroïdes, c'est la formule. Et à cette fois-là, j'ai imposé l'injection contraceptive, la Depo-Provera, qui s'était très interdit après 10 ans par la FDA aux États-Unis à cause du cancer du sein et des accidents vasculaires cérébraux. Mais dans nos pays latins, ça continue pendant 20 ans. Ça qu'on a fini les stocks, ils pensaient que ces femmes ne vont pas le prendre, donc ça vaut mieux donner une injection pour 6 mois et ça y est. Et aujourd'hui, ils me disent, mes hispano-parlants, mes latins, aux États-Unis, que ça continue à être donné pour eux. Et ça donne, par exemple, reconnu par les labos, d'ostéoporose irréversible. Donc, quand j'ai reconnu tout ça, j'ai commis de grandes erreurs. Parce que, par exemple, ces femmes, ils ne besoin pas de la substitution de l'ange. Parce qu'ils sont des os très saludables. Parce qu'ils prennent du calcium dans les tortillas. Ce sont avec calcium, c'est très naturel. Ils prennent du soleil, parce qu'ils travaillent dans les champs. Ils font de l'exercice, pas au gym, mais ils le font parce qu'ils doivent aller laver les choses à la rivière et monter, et tout ça. Donc, ils ont un âge très, très saludable. Mais maintenant, avec ça, je ne sais pas combien de femmes besoin en chirurgie de pelvis, et il n'y a personne pour payer pour ça. Mais ça, c'est un des effets. Après avoir été d'accord avec la contraception, j'étais d'accord avec l'avortement. Parce que Malévité nous le dit une fois et une autre, que l'avortement est une conséquence de la contraception. Quand est-ce qu'une femme cherche l'avortement? Quand elle n'a pas utilisé une contraception, je ne dis pas que c'est bon d'utiliser, mais ça c'est la logique. Ou quand la contraception est ratée, donc elle est enceinte. Donc on ne va pas finir la lutte contre l'avortement si on ne va au mot de Saint-Père Paul VI et avant de Saint-Père Pio XI avec Casticoloni. C'est la même chose. Si on ne travaille pas pour la contraception dans le sacrement de mariage, ça va être difficile d'arrêter l'avortement. C'est pour ça qu'on fait des manifestations. Roe versus Wade, la seule chose qui a changé, c'est que ça va pas être une décision fédérale, mais dans chaque État. Mais par exemple, Kansas l'avait très interdit. Et 2 mois après Roe versus Wade, ils l'ont ouvert jusqu'à la fin de la grossesse. Et c'est très vite, parce que ça ne doit pas passer par la chose fédérale. J'ai jamais fait un avortement, mais c'était parce que c'était très pénalisé encore dans nos pays.
toujours, c'est pénalisé, c'est beaucoup de pénalisé, mais c'est pas légal. Mais à ce moment-là, c'était presque seulement pour la violation. Mais je pense que peut-être je ne m'aurais pas opposé. Donc, c'est pas une chose que j'ai décidé de ne pas faire. Il n'y avait pas. J'étais d'accord avec la fertilisation in vitro. Plusieurs de mes meilleurs amis de la carrière, toujours, aujourd'hui, ils sont les grands emporiums de la fertilisation in vitro. Et j'étais d'accord avec l'euthanasie. Donc, souvenez que la deuxième prophétie de l'humanité, c'est la dégradation de la morale, pas seulement de la morale sexuelle. Donc, ça, c'est c'est la racine de la culture de mort. On doit lutter pour tous les autres sujets, mais toujours, on doit revenir à la route, à la raison. C'est très bien de connaître des docteurs qui sont intéressés à la planification familiale naturelle. Et peut-être d'entre vous des autres, mais je n'ai pas eu de la chance de parler. Donc, c'était comme ça que j'ai vécu mon école de médecine. Je savais que je voulais faire la génétique parce que j'ai pris un cours de génétique et je savais que je voudrais faire la génétique. Donc, mon papa m'a demandé, parce que mon frère était à l'hôpital de la Salpêtrière, j'ai un frère qui est médecin, qui est 6 ans plus âgé que moi. Il faisait son deuxième spécialisation en Salpêtrière. Et je devais attendre 6 mois pour commencer ma spécialisation. Mais je devais faire une thèse pour être médecin. Donc il m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne vas pas à Paris pour faire ta thèse de médecine? À ce moment-là, c'était les 81, 82, il n'y avait pas des ordinateurs, il n'y avait pas les Google, c'était très difficile de savoir qui était à l'autre côté du monde. Donc, je suis allée avec mon professeur de génétique à Mexique. Lui-même, il était aussi très libéral, très scientificiste. Il avait déjà tout pour faire le diagnostic prénatal. Mais il attendait que les députés rétrogrades dépénalisent l'avortement en cas de malformation. Et je pensais comme lui. Et donc, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait la génétique à Paris? Parce que mon papa veut que j'y aille pour faire ma thèse là-bas. Il m'a dit, oui, je connais le meilleur généticien du monde. Il s'appelle le professeur Jérôme Lejeune et il habite à Paris. On va lui écrire. Et c'est comme ça que je suis arrivée. C'est pas un mérite à moi. Je n'étais ni la plus personnaliste, ni la plus catholique, ni la plus rien de tout. J'étais la pire pécheur. Quand je suis arrivée à Paris la première fois, j'étais 2 fois, 92 juillet. C'est cette image, l'image que j'ai eue du professeur Lejeune. C'est exactement ça. Ça, c'est un des peu photos que j'ai aussi. Ça, c'était son bureau, très, très simple, comme il était. Il allait partout avec son vélo. C'était un vélo comme de la Seconde Guerre mondiale. Il mettait une chose pour les papiers, c'est qu'on met un élastique ici pour que ça ne se mette dans le vélo. Et il allait partout. Il était très, très simple. Et c'est cet regard que j'ai dans ma tête d'il y a 40 ans. C'était un visage très humble. Je me dis, il est un homme très intelligent. Mes parents sont très intelligents. C'est pour ça que mon papa a fait de la biochimie. Et ma maman, à cette époque-là, les femmes n'étudiaient pas au Mexique, le 48, le 49, 45. Mais elle a été la deuxième femme qui a étudié des physiques mathématiques.
Donc, je n'étais pas impressionnée par des personnes intelligentes parce que mes parents avaient des amis très intelligents. Mais je me suis dit, mais il est un savant. Aujourd'hui, avec ma formation, j'aurais dit, il est enceinte. Mais à cette époque-là, je n'avais pas le terme, je n'avais rien du tout. Donc, il m'a très chaleureusement donné la bienvenue. Il m'a dit, je sais, vous m'avez dit avec ton professeur que tu dois faire ta thèse. Donc, il m'a donné un travail de labo. C'était mis en point d'une technique pour diagnostiquer le syndrome de l'X fragile, que c'est la deuxième cause de débilité mentale qui a une origine chromosomique. Mais j'ai jamais aimé les labos. Je n'aime pas ni les labos, ni les bureaux. J'aime les salons de classe, je donne beaucoup de classes, et j'aime aussi être à la clinique. Je suis complètement clinicien. Je n'aime pas les labos. Mon papa aimait les labos, moi non. Donc, je ne sais pas si j'ai fait un visage, si c'était son plan. Et il m'a dit, mais tu travailles dans le microscope, que je ne suis pas à la consultation. Donc, il est connu, quand je suis à la consultation. Donc, j'ai été son ombre pendant toutes ces heures de consultation. Et qu'est-ce qui m'a converti? Son témoignage. Son témoignage de cohérence. Je venais de penser que pourquoi laisser naître les enfants qui avaient des problèmes génétiques si on n'avait pas façon de les guérir. Mais avec lui, j'ai connu les valeurs que c'est pour toutes les personnes. Maintenant, je vais parler de le jeune et après je retourne à la conversion. Qui était le professeur Lejeune? Il était un grand scientifique. Il s'est intéressé à savoir quelle est l'origine du Down syndrome. À cette époque-là, avant 1958, il ne savait pas quelle était la cause. John Langdon Down a dit seulement comme c'était le visage, la cardiopathie, la main, etc., les dermatoglyphes, mais il ne savait pas la raison. Il s'était beaucoup discriminé parce qu'il pensait que c'était à cause de la syphilis. Donc, mon papa me raconte qu'au Mexique, dans les petits villages, s'il y avait une famille qui avait un petit trisomique, il les laissait dans sa chambre toute sa vie, parce que c'était un motif terrible d'avoir un enfant comme ça. Même la parole, le jeu de parole, avec qui c'était connu, c'était terrible. C'était connu comme le mongoloïde. Beaucoup de discrimination. Et c'était lui qu'en 1958, il était un médecin assez jeune, parce que pour nous, 33 ans, c'est jeune, parce qu'on est en train de commencer notre vie professionnelle après tous les études. Il a découvert dans les chromosomes que c'était à cause d'une trisomie 21. Et il a ouvert la porte à qui y avait des maladies qui venaient d'origine des chromosomes. Après, c'était Pato. Lui, il a donné son nom à la trisomie 13, mais le jeune, il n'a jamais donné son nom à une maladie. Il est très, très humble. Après, c'était Edwards qui a donné le nom de la trisomie 18. Après, c'était aussi le jeune, car qu'elle était en train d'écouter le cœur d'un petit trisomique 21, parce qu'ils ont un grand pourcentage de cardiopathie. C'était comme ça. Et il écoutait
les cris d'un chat. Elle regardait, l'autre jour, je suis allée à Necker pour voir les bâtiments et voir tous les... Non? Et elle cherchait le petit chat. Mais après un moment, il a vu que c'était pas un chat. C'était un bébé qui était à côté de l'autre. Donc, il a pris son prélèvement et il a fait la description de la première arrangement chromosomique. C'était une délétion du bras court du chromosome 5 qui s'appelle écrit du chat. Donc, il est un grand scientifique. En ce moment-là, il se dit, si je sais la cause, j'irai pour le traitement. Parce que quand, comme médecin, on sait la cause de quelque chose, c'est difficile de traiter. Ça nous a passé pendant 2 ou 3 mois que le Covid c'est nouveau, on ne sait pas. Mais on a le temps de penser, de savoir qu'est-ce qui passait, et on a commencé à pouvoir traiter avec des succès. C'est toujours comme ça. Une fois qu'on connaît la cause, c'est plus facile d'aller au traitement. Mais à cause de la soberbie, l'orgueil, à cause de l'orgueil, il y a quelques scientifiques et médecins qui se sont dit, maintenant, à cause de qu'on sait que c'est pour un trisomie 21, on peut diagnostiquer avant de la naissance et ne pas laisser naître ses enfants. Donc le jeune, il était triste parce qu'il a fait sa découverte pour aider la personne, pas pour donner une sentence de mort. Donc, je lui ai appris, et c'était que jamais il pourrait faire dans son labo un résultat en papier qui, dans autre endroit, peut-être loin de là-bas, quelqu'un d'autre donnera une sentence mortelle au petit bébé. Et donc, c'est lui qui m'enseignait le principe de la collaboration avec les mains. On ne peut jamais faire la collaboration avec les mains. Et il était toujours pro-vie. Et ça, c'est une caractéristique pas spéciale des médecins, mais de tous les médecins. Parce qu'un médecin, sa vocation est lutter pour la vie. C'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'on ne dort pas, c'est pour ça qu'on est inquiète. Parce que c'est notre vocation naturelle. C'est pour ça que c'est terrible, cette autre loi, de ne pas laisser l'objection de conscience. Parce que c'est naturel qu'un médecin soit pro-vie. Ça, c'est le naturel. Ça, ce sont les médecins qui n'est pas pro-vie. Ils sont faits en brainwash. Et donc, il est revenu encore plus pro-vie parce qu'un de ces garçons, de ces patients qui étaient plus ou moins adolescents, il a vu une nouvelle à la télé. Et là, le suivant jour qu'il est allé en consultation, une chose très importante, si tu comprends. Donc, l'autre chose de jeune, bon, ça c'est son labo, la prochaine. Son labo a été toujours très simple. Parce que dès le début, il avait l'intelligence pour avoir plusieurs des recherches à faire. Parce que la génétique, c'est pas seulement les chromosomes, c'est pas seulement les maladies héréditaires ou géniques, mais par exemple les cancers, il y a une origine génétique.
Donc, il avait plusieurs des choses, mais ils ont coupé ces donations pour les faire. C'est pour ça qu'il avait un labo très simple, avec des choses très simples. Parce qu'il a dit, jamais je ferai dans mon labo des choses qui peuvent faire mal à la personne. Donc, il s'est opposé de faire le diagnostic prénatal. Donc, ils ont coupé beaucoup de donations. Et il a fait aussi beaucoup d'activités cliniques. Il était comme moi. Il a passé la plupart de sa journée à la consultation clinique, si je peux la suivante. Donc, j'ai passé la plupart de mon temps à la consultation avec lui. Mais il est devenu très connu et il pouvait passer presque toute l'année en donnant des conférences, des cours. Tout le monde voulait qu'il aille chez eux. Mais il a réservé un pourcentage de son année à faire ça. Il a dit, je ne peux pas laisser mes malades et je ne peux pas laisser mes lignes d'investigation de recherche pour aider mes malades. Dans un de ces malades, une autre chose importante de l'activité clinique, est que dans la médecine plus américaine, c'est celui qu'on apprend au Mexique, on fait le diagnostic d'un trisomie et on dit au revoir. On le voit une fois quand ils ont bébé et c'est tout. Et le professeur Lejeune a pensé qu'est-ce que c'était les voies métaboliques de ce troisième chromosome 21 et comment est-ce qu'elle pouvait aider avec des médicaments parce qu'il ne pouvait pas s'étendre à la génomique, essayer d'arrêter les copies extra. Donc il les a vus dès qu'ils étaient vieux, dès qu'ils sont morts. Donc il avait cette malade et un jour il est arrivé à la consultation, il s'est lancé dans les bras du professeur Lejeune et lui a dit « Professeur, défends-nous, il veut nous tuer. » Et il était très surpris, il a demandé pourquoi est-ce qu'il pensait ça. Et il a très bien compris la chose du diagnostic prénatal pour couper les têtes des petites trisomiques. Donc il était devenu très triste que ça qu'il a découvert, il était utilisé pour le mal. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, la suivante. Il a reçu des prix. Un des plus importants, c'était les prix Kennedy. Il a reçu avec un chèque qu'ils ont donné. Ils ont dit, c'est pas pour le labo, ça c'est pour vous personnellement. C'est quand il a acheté sa maison, je pense que c'est Chalon-sur-la-Marne ou quelque chose comme ça, où il est enterré. Et il a acheté une maison de campagne parce qu'il était très pro-vie et très pro-famille. Quand je suis retournée avec une petite fille et j'étais enceinte de la station, elle a toujours été très inquiète de ma mission de maman. Donc, il était aussi très pro-famille. Donc, il achetait ça parce qu'il pouvait être avec ses enfants, mais en même temps, il continuait à penser sur ses recherches. Dans son petit garage, il a fait un endroit pour pouvoir réparer les vélos des enfants. Ils entraient et sortaient, mais en même temps, ils avaient tous ces boules pour faire ces modèles chimiques et continuent à penser le week-end. Je ne sais pas si c'était dans cette pays ou dans une autre, il a fait un très connu discours où il a dit que la mission du médecin est de défendre la vie et qu'on devait dire non à l'avortement. Et ils ont lancé des tomates, je pense. C'était terrible comme il était. Il disait toujours la vérité. Est-ce que vous croyez qu'il aurait dû avoir un prix Nobel?
Oui, sa découverte, c'est incroyable. On dit que Grégoire Mendel est le père de la génétique en général. Il a donné les lois de l'errance. Et Jérôme Lejeune, professeur Jérôme Lejeune, est le père de la génétique moderne, de la génétique appliquée à la médecine. Et il a su qu'il a perdu le prix Nobel parce qu'il était nommé entre les 3 candidats à prix Nobel. Mais il voulait qu'il dise, comme le meilleur généticien reconnu par celle qui était à faveur et contre de l'avortement, tout le monde reconnu qu'il était un grand généticien, un grand scientifique. Donc il voulait qu'il dise aux Nations Unies, à l'Organisation mondiale de la santé, une autre fois, que la vie ne commençait pas à la conception, quand les 2 gamètes se joignent, mais à l'implantation. Et cette nuit, avant de son discours, il a téléphoné sa femme et il a dit « On vient de perdre le prix Nobel ». Et ça, c'est très encourageant pour nous, parce que quand on défend la vie, quand on défend la vérité, toujours on serait en persécution. Et quand on voit et on lit la vie de professeur Jérôme Lejeune, qui n'est pas assez loin de nous, il n'a jamais mis des choses dans sa tête, parce qu'il aurait pu penser. Mais si je suis prix Nobel, plus de personnes vont m'écouter. Et je dirais un petit mensonge. Il a dit, je dois dire la vérité. Il était un amoureux de la vérité. Il pouvait la dire d'une façon très complexe et d'une façon très simple. Je me souviens très bien, il était au début des années 80, il parlait, bon, la cytogénétique, c'est l'étude des chromosomes. C'est comme si tout ça qu'on est au point de vue héréditaire, je n'ai pas demandé, peut-être vous êtes tous des médecins, j'ai seulement connu des médecins, non, la plupart ne sont pas des médecins, d'accord, je parle comme le public général. Pardon pour les médecins, mais je parle pour les... Non? Donc, le matériel d'errance est dans des livres. Ces livres, que c'était la photo qu'on pouvait faire dans les années 80, on pouvait voir les 46 livres et photographier les livres. Ça, c'est la cytogénétique, l'étude des chromosomes. Ça commençait petit, mais très peu encore, pouvoir lire les livres. La lecture des livres, c'est la génomique. C'est lire un gène, c'est un morceau ou un certain nombre de pages qui sont l'instruction de quelque chose. La couleur des yeux, l'instruction pour faire l'insuline, pour pouvoir profiter de la glucose, et ne pas être diabétique, comme ça. Donc j'ai étudié la cytogénétique, que c'est l'étude des chromosomes, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas lire les livres. Aujourd'hui, j'étudierai la génomique. Mais même si c'était au début, il était assez intelligent qu'il pouvait parler de la génétique et la hypégénomique, l'épigénome, ou ça qu'on appelle aussi l'impronta génétique, genetic imprinting. Qu'est-ce que c'est ça? La génomique, c'est l'instruction, c'est le génome qui ne change pas pendant la vie, sauf s'il y a une mutation. Mais ça, c'est une lettre du livre. Mais presque la totalité,
c'est le même dès la conception à qu'on meurt. Et la épigénétique, c'est comme si on prend un livre et on marque la chose la plus importante. On souligne la plus importante. Peut-être notre grand-père a lu le Quichotte et il a souligné quelque chose. Et après on le lit et on souligne quelque chose de différent ou peut-être la même chose. On change ça qui est important pour nous. En réalité, c'est que le langage génétique est fait par 4 bases nitrogénées et la combinaison de ça ne change pas, sauf une mutation. Et la souligner, le jeune le disait déjà, c'est la méthylation ou la phosphorylation, que c'est une façon de remarquer quelque chose d'important dans le génome. Mais il avait déjà écrit dans les années 80. J'étais sous ce travail aussi. Ça qu'on donne beaucoup d'importance aujourd'hui, il en parlait déjà. Et pour le début de la vie, une chose très intéressante. Les spermatozoïdes et l'ovule, ils sont la moitié des gènes. Mais l'épigénome du spermatozoïde est différent de l'épigénome de l'ovule. Et après, quand c'est la conception, l'épigénétique change. Comme s'il créait, je ne suis plus une cellule, je deviens quelqu'un de différent. Donc c'est incroyable. Sa vision qu'il avait, non? Donc il pouvait donner des grands discours scientifiques, parce qu'il était très intelligent. Vous savez qu'il était un grand ami de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II a dit que le jeune, François le jeune, était l'homme le plus intelligent qu'il avait connu. Vous imaginez? Mais aussi, il pouvait, ce qui le stresse. Ah, c'est ceci. Mais aussi, il était un peu artiste. Il était très poétique dans son langage. Donc, je me souviens qu'il disait, à ce moment-là, on n'avait pas les MP3 et toutes les choses pour écouter la musique. On avait les sapes cassettes. Peut-être les plus jeunes ne connaissent pas les cassettes. On avait les cassettes, et on avait la musique dans les cassettes, et on devait mettre les cassettes dans une machine pour écouter la symphonie. Donc, il a dit ça. On reçoit tout le matériel génétique au moment de la conception, et de ce moment, on a toute la symphonie humaine. Et on a tous les 9 mois pour que cette symphonie humaine s'expresse. Donc, ce n'est pas un être humain en potence, c'est un être humain déjà assez développé, à que cette symphonie humaine, on l'écoute. Mais aussi, quelquefois, et je vais lire ça parce que c'est très joli, comme est-ce qu'il expliquait aussi, pour les plus simples, en très poétique. Il dit, grâce à l'imagerie raffinée, semblable à celle d'une sonate, le docteur Jan Goldman, originaire d'Angleterre, a réussi, il y a un an, à produire un film mettant en scène la plus jeune star du monde, un bébé de 11 semaines, dansant immédiatement. Le bébé joue, pour ainsi dire, sur un trampolin. Il plie les genoux, pousse contre le mur et se lève et retombe. Parce que son corps a la même flottabilité que le liquide amniotique. Il ne ressent pas la gravité et il exécute sa danse d'une manière prenante, gracieuse et élégante. Impossible dans son n'importe quel autre endroit sur Terre. Seuls les astronautes, dans leur état de sensualité, peuvent atteindre une telle douceur de mouvement.
Lorsque j'ai l'honneur de témoigner devant le Sénat, j'ai pris la liberté de me référer au compte des faits universels de l'homme plus petit que le pouce. À l'âge de 2 mois, l'être humain mesure moins d'un pouce de la tête à la croupe. Il serait à l'aise en un mot, mais tout y est. Les mains, les pieds, la tête, les organes, le cerveau, tout en place. Son cœur bat depuis un mois déjà. En regardant de plus près, vous verrez les plis de la bombe et une lisseuse de Bonaventure lirait la bonne aventure de cette petite personne. Avec une bonne loupe, les empreintes digitales pourraient être détectées. Tous les documents sont disponibles pour une carte nationale d'identité. Avec extrême sophistication de notre technologie, nous avons envahi sa vie privée. Les étourdissements spéciaux révèlent la musique la plus primitive. Un martèlement profond et rassurant à environ 60 à 70 par minute, le cœur maternel. Une cadence rapide et aiguë à environ de 150-170, le cœur du fœtus. Ces 6 mélanges imitent ceux de la contrebasse et des maracas, qui sont les rimes, les basses de toute musique pop. Il a défendu, nous savons maintenant ce qu'il ressent. Nous avons écouté ce qu'il entend, senti ce qu'il goûte, et nous l'avons vraiment vu dans le cercle de grâce et de jeunesse. La science a transformé le conte des faits de Petite Pouce en une histoire vraie, celle que chacune de nous a vécue dans le ventre de sa mère. Donc, la procédure scientifique, je vais laisser normalement. Donc, il a dit seulement par ça d'une chose poétique. Il a donné, par exemple, son témoignage dans le cas Davis versus Davis, que c'est un couple aux États-Unis. Je pense que c'était à Nebraska, je pense. J'ai oublié, mais je pense que c'est Nebraska. Ils étaient en train du divorce après plusieurs fertilisations in vitro. Donc, ils étaient en train de faire la division, tu prends 3 chaises, je prends 4, en voiture et en voiture, etc. Et ils avaient des embryons surgelés. Et quand ça est devenu à ce moment-là, bon, le mari a dit, tu prends 2, je prends 3, ou 3 et 2. Et c'était la maman en disant, ce sont mes enfants, je ne veux rien avoir avec toi, mais je vais avoir la gestation de ce bébé. Et le juge ne savait pas quoi dire. Donc, il a demandé à le jeune pour aller témoigner au cas Davis versus Davis. Vous pouvez le rencontrer, toutes les choses juridiques dans Internet. Donc, le jeune a, d'une façon très bien, montré pourquoi ils étaient des êtres humains, des personnes. Et à la fin, il a dit, ce même jugement a déjà passé il y a 2000 ans au juge de Salomon. Quand il y a les 2 mamans qui disaient que c'était la maman du bébé, et le roi il a dit, bon, on doit les couper et donner moitié-moitié. Et la vraie mère a dit, non, donnez-les à l'autre. Mais que peux-je vous dire aujourd'hui? On a le problème des embryons surgelés. Les mêmes techniques, il y a plus d'avortements dans les techniques in vitro, dans celles qu'une femme peut aller se faire à la clinique. Je ne sais pas comment est la loi ici, mais en Amérique latine, on a des lois très très pauvres. On n'a presque pas de lois. Qu'est-ce qui se passe avec ces embryons? Après, on a, bon, si on a des embryons que personne réclame ou qu'elle ne paye pas les 5 jours de la congélateur, il devient, je pense que c'est comme ça en Espagne, je ne sais pas si c'est comme ça ici, si les parents payent, il fait la décision s'ils sont des personnes ou des météorologiques, qu'est-ce qu'ils font.
Mais si la personne ne paye pas, en automatique, ces mêmes sujets deviennent des matériaux biologiques. Donc, une autre fois, le langage en biologie, c'est ça ou c'est ça. Mais on ne dit pas c'est ça ou c'est lui, d'accord si on paye, si on décide ou on ne décide pas. Non? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est la source des cellules souches embryonnaires. De ceux qui sont dans les congélateurs déjà, de ceux qu'ils font dans les techniques pour utiliser pour prendre les cellules souches embryonnaires, toujours va tuer des enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas continuer à se développer s'il n'y a pas ces cellules souches au 5e jour pour commencer aux suivantes semaines d'avoir les différents couches pour faire les différents tissus et les différents organes. Et maintenant, il y a un autre problème. C'est ça que je proposais à l'Institut Jérôme de parler sur ce sujet, parce que j'ai fait une dissertation il y a quelque temps et après je l'ai présentée à Notre-Dame University aux États-Unis, que je disais, il y a de nouvelles techniques et un nouveau langage. Par exemple, quand Yamanaka, il y a comme 5 ou 6 années, il a obtenu des cellules de la peau, il a obtenu les iPSC, les cellules Induced Pluripotent Stem Cells. Il disait, on a pu, dans une cellule qui est déjà différenciée à peau, on a à l'arrière obtenu des cellules souches. Mais ils sont des cellules souches embryonic-like. Parecidas, pareil à les embryonnaires, mais comme en disant, ils ne sont pas embryonnaires. J'ai passé plusieurs temps avant d'applaudir ça que Yamanaka a fait, en lisant tous les matériaux, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils mettent la parole like? Quelle différence biologique est-ce qu'il y a entre les uns et les autres? Et je n'ai pas trouvé aucune différence biologique. Il y a des différents marqueurs. On peut connaître si une cellule souche est d'adulte postnatal ou est embryonnaire parce qu'ils sont des antigènes différents. Et ces cellules souches embryonnaires-like avaient exactement les mêmes marqueurs que les embryonnaires. Et après, j'ai continué à lire les articles. Et j'ai vu que, parce qu'ils disaient, on passe d'une cellule de peau à une cellule pluripotente, qu'on appelle embryonic-like. Bon, vous savez, en point de vue éthique, il n'y a pas de problème si on manipule des cellules et des cellules. Pas de problème. Mais après, j'ai lu qu'avant de ces cellules, il passait par un corps embryonique body. Et que je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour ça que j'écris nouveau technologie, nouveau terme. Cet terme, sa définition est dans cette littérature, mais il n'y a pas une définition de ça dans l'embryologie. Et après encore, j'ai eu plus de peur parce qu'il disait ce corps embryonique a des cellules totipotentes. Ça veut dire que ça peut donner la formation de tout un être humain. C'est pour ça que les jumeaux se forment les premiers jours après la fécondation, quand les cellules sont encore totipotentes. Donc avec ces trois choses, je me suis dit, je ne peux pas applaudir les PSS.
Maintenant, ça commence à sortir ça. Mais l'autre jour, j'ai vu quand j'avais écrit une chose très simple pour les professeurs de baccalauréat, pour qu'ils comprennent les journaux, pour qu'ils puissent expliquer. Je pense que c'était dans l'année 2017 que j'ai écrit quelque chose comme ça. Donc, c'était grâce à les jeunes, parce que maintenant, on ne veut pas parler de ça. Une étudiante de médecine m'a dit qu'ils comprennent très bien les 2 premières années de l'école de médecine qu'un être humain est un être humain depuis la conception. Pourquoi? Parce qu'ils étudient et passent un gros examen sur l'hémorragie. Mais après, tac, 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 ils mettent toutes les choses idéologiques. Et à la fin, ils pensent que c'est une chose, un IVG, que la mère peut seulement sortir comme ça. Donc, quel important est retourner à ça qui paraît être comme un conte de petite pouce, non? Toutes les applications que ça a aujourd'hui. New terms, new technologies, new terms. On essaye de pousser et de ne pas dire la vérité. Et quelqu'un m'expliquait, qui travaille sur ça, il m'a dit, pourquoi est-ce que vous les appelez les propres? Ah, parce qu'ils n'ont pas d'opportunité de survivre. Et ça ne donne pas un nom. Ça ne donne pas dire qu'il est un être humain ou pas. Parce que même si un être humain n'a pas la possibilité de survivre, il ne laisse pas dire un être humain. Donc ça, c'était des autres choses que j'ai appris et que ça a consolidé mon travail. Et après, j'ai découvert sur le jeûne. Après j'ai découvert le Saint-Père Jean-Paul II. Parce que le jeûne allait à Rome chaque mois et demi à des voyages mystérieux pour moi. Il me disait le vendredi après-midi, j'irai à Rome, à la Pontificale Académie de la Science. Il n'avait pas de la vie, c'était les 80. Vous travaillez plus à labo parce qu'on n'aura pas la session académique de vendredi après-midi. Et il me disait qu'il allait au Vatican. Pour moi, le Vatican, j'étais un peu féministe. J'avais fait ma thèse sur comment la pression de la femme depuis la colonie au Mexique. Donc, j'étais dans les librairies, la bibliothèque féministe. Donc, pour moi, le Vatican, c'était un État très misogyne où il n'y avait que des hommes. J'ai jamais dit dire bonjour au Saint-Père Jean-Paul II, prendre une photo pour moi, rien de tout. Il disait rien. Je ne connaissais pas le Saint-Père Jean-Paul II, rien qu'il avait écrit, rien du tout. Donc, il me laissait le lundi matin, après ce voyage mystérieux, il me laissait taper à machine, oui, c'était l'époque de la machine, ça qu'il avait écrit pour présenter. Je me souviens que la première fois, c'était un document sur les désastres nucléaires. Et la deuxième fois, c'était un document qui s'appelait Biologie, conscience et foi. Et à ce moment, beaucoup des idées que j'avais comme séparées sont devenues ensemble. Et après, j'ai vu plusieurs de ça qu'il a écrit dans un document de Jean-Paul II qui s'appelle Fides et Ratio. Faith, foi et raison. Donc, c'est ça, des autres choses qu'il disait. Ah, et après Jésus, donc je m'intéressais au Saint-Père Jean-Paul II, et après, à cause des Familiaris Consortium, je m'intéressais à Humanae Vitae, je m'intéressais à Paul VI, et après j'ai lu sur ses biographies, ça ne m'a pas dit, mais je l'ai lu après, qu'il était aussi très bon ami de Paul VI, et il lui a recommandé d'être à la commission de l'Humanae Vitae. Et il est allé même, je pense que c'est à Budapest, dans une conférence. Il n'avait pas celui de la femme, mais c'était la population.
pour défendre ces sujets. Mais voyez qu'est-ce qu'ils disent, surtout pour vous qui enseignent ou pratiquent la planification familiale. Ils disent la procédure scientifique parfaite pour maîtriser la nature est l'obéissance à ses lois. Et la science nous révèle que la régulation naturelle des naissances, ou plutôt de la conception, est non seulement possible, mais pleinement efficace. Être capable de contrôler la fertilité de l'amour sans avortement, sans stérilette, sans pilule et sans méthode artificielle d'aucune sorte est complètement contraire à la propagande actuelle. Chaque femme peut déterminer par elle-même et son état physiologique lui permettra ou non de procréer à un moment donné. En réalité, ce principe de base est connu depuis du temps immémorial. Quel éleveur emmènerait sa jument ou arras sans s'être assuré qu'elle est bien en chaleur? Ça, c'est une façon qu'on enseigne avec les cycles de la Terre aux personnes présentes en Amérique latine. Certes, l'organisme femelle est beaucoup plus délicatement réglé que celui d'un animal. Les signes de fertilité au moment de l'ovulation sont beaucoup moins évidents. Mais avec l'aide de l'intuition féminine, tout comme elle peut distinguer au toucher entre un foulard en soie et un carré de rayon ou entre un tissu de coton et une fibre synthétique, toute femme peut reconnaître les signes de sa fertilité en apprenant ce qu'il faut rechercher. La conscience de la fertilité est la base de la vraie liberté de l'amour. Maintenant, on a un film que c'est très moderne avec un art et tout ça. Ça, c'est très important de les jeunes, peut-être vous la connaissez. Il disait, la contraception, c'est faire l'amour sans l'enfant. La fertilisation artificielle, c'est faire l'enfant sans l'amour. L'avortement est en fait l'enfant, la pornographie est en fait l'amour. Tous sont des degrés variables incompatibles avec la loi naturelle. Ça, ce sont des petites phrases. Voici un homme qui, parce que ses convictions de médecin interdisant de suivre les tendances de son temps, a été banni par la société, lâché par ses amis, humilié, crucifié par la presse, empêché de travailler, faute de financement. Voilà un homme qui est devenu pour certains un homme à battre, pour d'autres un homme qui ne vaut pas la peine de mettre en péril votre réputation, et pour d'autres encore un extrémiste incompétent, morte à les jeunes et ses petites mongoles. J'écris même le jour qu'il est décédé. Suivant. Ça, ce sont des petites choses que j'ai appris avec lui. Il disait, la mission d'un médecin et d'un scientifique est de se mettre au service de ses patients. La vie de chaque patient a de la valeur parce que chaque patient est une personne, indépendamment de son âge, de sa maladie ou la souffrance que sa maladie lui cause. En tant que scientifique, nous devons lutter contre la maladie. Ce n'est pas un triomphe, mais c'est plutôt de lâcher, de rejeter le mal. On est décimé par le découragement de n'avoir pas trouvé le remède. Et on tue les malades. On ne finit pas avec la maladie. Les actes médicaux et scientifiques ne sont pas séparés de l'éthique. La science doit être au service de la personne, pas la personne au service de la science. La science est limitée par le respect des lois propres à la nature, et celui qui viole les lois de la nature ne peut être vraiment pardonné que par Dieu. L'homme pardonne parfois, et la nature ne pardonne jamais. Et il s'est compromis, elle écrit ça à la main, devant Dieu et devant les hommes, nous attestons que tout être humain est pour nous une personne. Je vais finir avec ça. Il est un très bon ami de professeur Saint-Père, et quand il est mort, vous pouvez le lire au Vatican, je l'ai, mais je ne vais pas le lire. Il a écrit, parce qu'il est décédé la prochaine, le jour même de la résurrection. Ça va être 30 ans de sa mort, le 3 avril de 2024. Il est décédé en 1994. Et maintenant,
Jean-Marie me racontait qu'il voulait faire un petit hommage à la Pontificale Académie à la vie, où j'étais, mais je ne suis pas depuis le 2012. Et aussi, lui, il est le premier président. C'est une académie que le Saint-Père Jean-Paul II lui a confié de faire, les statuts et tout ça. Ils ont donné 10 minutes pour parler de lui dans son académie de 3 jours. Mais bon, il a écrit très bien pourquoi est-ce qu'il est mort le jour de la résurrection. Mais ça, vous pouvez le lire. Nous désirons aujourd'hui remercier le Créateur de qui toute paternité tire son nom pour les charismes particuliers du défunt. On doit parler d'un charisme parce que le professeur Lejeune a toujours su faire usage de sa profonde connaissance de la vie et des secrets et de ses secrets pour les vrais biens de l'homme et de l'humanité et seulement pour cela. Ça, c'est la photo de Mademoiselle Rétoré, qui était comme les bras droits du professeur Lejeune. Et ça, c'est mon autre fille. Je suis arrivée à Picli, la première fille, et Annie, elle est née ici. La suivante. Et la suivante, le femme. Le professeur Lejeune a pleinement assumé la responsabilité particulière du savant, prêt à devenir un signe de contradiction, sans considération des pressions exercées par la société permissive, ni de l'ostracisme dont il était objet. La prochaine. Nous trouvons aujourd'hui devant la mort d'un grand chrétien du XXe siècle, d'un homme pour qui la défense de la vie est devenue un apostolat. Il est clair que dans la situation actuelle du monde, cette forme d'apostolat des laïcs est particulièrement nécessaire. Nous désirons de remercier Dieu aujourd'hui, lui l'auteur de la vie, de tout ce que fut pour nous le professeur Lejeune, de tout ce qu'il a fait pour défendre et pour promouvoir la dignité humaine. On va finir. Bon, et finalement, bon, ça c'est lu dans sa messe, et je crois que c'était un an plein. Après, c'était la journée de la jeunesse, ici à Paris. Et là, oui, elle avait un week-end, un jour libre. Et tout le monde voulait qu'il aille, les politiciens, les religieuses, les prêtres, etc. Il a dit, non, je ferai une chose personnelle. Et le lendemain, ça c'est à la photo, non? Et il a dit, il est allé visiter un ami. Donc, il était à la tombe du professeur Lejeune. Donc, il est mort en 1994. En 2004, j'étais à cette session de la Pontificale Académie par la vie. Le cardinal Angelini a proposé sa cause de béatification. Et le 21 de janvier de 2021, en italien c'est 21, Gennaio, G-E-N, comme Jean, 21, c'est la date qu'ils ont choisie, il est devenu vénérable. Aujourd'hui, on peut prier pour un miracle, on peut prier que la loi de l'euthanasie ne passe pas, que la... n'est-ce pas? Parce qu'on attend pour un miracle pour son béatification. Donc, je propose, si vous voulez, qu'on pouvait lire ensemble cette prière, et comme ça on finit, et si vous voulez demander quelque chose, c'est bien. Donc, si tu veux... Bon, ça c'était sa fameuse phrase, c'était ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois je reconnais que c'est pas seulement les petits en âge, mais c'est aussi les petites en intelligence ou en opportunité d'étudier. Parce que ça, c'est le péché de scandale. J'ai scandalisé cette femme prodigue, parce qu'elle avait très clair que les prêtres avaient dit non pas utiliser la contraception. Elle avait très clair qu'elle ne besoin pas d'une pilule parce qu'elle était malade, que la fertilité n'est pas une maladie. Elle avait très clair que cette pilule lui fait mal. Et j'ai imposé pour qu'elle change les biens pour les mal. Ça, c'est le pire qu'on peut faire
pour quelqu'un de très simple. C'est pour ça que maintenant je suis avec un compromis grand, d'essayer de donner la vérité de manière plus simple, très très simple, comme le jeune m'a enseigné, aux plus simples, qui sont les plus pauvres des pauvres. J'ai déjà visité 33 pays en enseignant la méthode de l'ovulation très simple avec les mères de la charité. Parce que c'est eux qui vont voir la vérité. Donc, si vous voulez, on peut lire la prière. Si quieres tú léela para que sea en francés. Bueno. Ah, tu veux. Dieu qui a créé l'homme à ton image et l'a destiné à partager ta gloire, nous te rendons grâce pour avoir fait le don à ton Fils, le professeur Jérôme Desjeunes, éminent serviteur de la vie. Il a su mettre son immense intelligence et sa foi profonde au service de la défense de la vie humaine, tout spécialement de la vie à naître, dans le souci inlassable de soigner et guérir. Témoin passionné de la vérité et la charité, il a su réconcilier aux yeux du monde contemporain la foi et la raison. Par son intercession, accorde-nous, selon ta volonté, les grâces que nous implorons, dans l'espérance qui compte bientôt au nombre de tes amis. Amen. Merci. Je ne sais pas si on a du temps pour questions, si vous voulez. Je suis ouverte. J'aurais une petite question. Est-ce que le professeur Desjeunes aurait, de manière extrêmère, anticipé ces lois de fin de vie aujourd'hui? Est-ce que, d'après vous, c'est une chose qui était voilà, par rapport à cette déviance de la société qu'on peut connaître aujourd'hui, est-ce que le professeur Desjeunes aurait pu anticiper ce qu'on vit aujourd'hui sur la fin de vie et l'euthanasie? Et qu'est-ce qu'il en aurait pensé? Bon, je pense que peut-être pas envisagé dans le jour, je ne sais pas, il y aura un roi, non? Mais je pense qu'il était inquiet de défendre la vie de ces malades pendant toute la vie. Parce que sinon, je pense qu'ils auraient vu sauver de l'avortement, sauver qu'ils étaient abandonnés à la maternité. Mais ça y est, et après, ils nous auraient vus. Donc, je pense que donner tous ces soins, tout son amour à ces malades et à la famille pendant toutes les années, je pense qu'il le pensait qu'il y avait un risque. J'ai demandé ces questions l'autre jour, j'ai déjeuné avec Jean-Marie Lemené et autres gars. Jean-Marie le connaît très bien parce que les gens autres ne le connaissent pas. Mais il a lu toutes les lettres, tous les matériaux. Donc, j'ai demandé sur quelques sujets que je me suis dit, comme je m'étais intéressée à ça, peut-être je n'ai pas demandé ou il m'a raconté, mais je ne me souviens pas. Et un des sujets, c'était sur la fin de la vie, parce que c'est la plupart que je fais professionnellement. Non? Et ils m'ont donné un petit livre, mais je n'ai pas eu encore de le lire bien, que ce sont ces discours qui n'étaient pas publiés. C'est un petit livre comme ça. Et donc peut-être je trouverai plus là-bas, mais je pense qu'il voyait que c'était une menace à la vie, pas seulement au début, mais aussi dans les autres moments. Aussi, je voulais savoir sur la mort encéphalique ou cérébrale, que c'était un sujet que j'ai commencé à être inquiète en 2005 à cause d'une réunion à la Pontificale Académie de la Science. Mais je me suis dit, je me souviens pas s'il a dit quelque chose. Par exemple, je me souviens qu'on a parlé sur le cloning, le clonage, et il m'a dit, ça va être très difficile qu'il se fasse à la personne. Je me souviens qu'il m'a dit ça. Mais je pense qu'il pouvait le sentir, mais je ne sais pas exactement qu'il va passer en comme ça.
Et peut-être aussi, on peut l'envisager à cause de la natalité. S'il n'y a pas de la natalité, vous savez, une inversion des populations qu'on commence en Mexique. Donc, vous avez très peu de jeunes pour soutenir tous ces âgés et la plupart des budgets qu'on a besoin pour un malade, c'est les 6 mois derniers de sa vie. C'est très très cher, ces 6 mois. Et qui va les soutenir? On va les disparaître. Donc c'est aussi une conséquence logique de la contraception. On commence à reconnaître toutes ces prophéties de Paul VI. Mais si on les reconnaît aujourd'hui, ça va prendre 40 jours, 40 années pour retourner. Si on ne peut pas retourner. Et où est-ce qu'en est son procès de béatification à jour de jeune? Ils attendent le miracle, c'est ça qu'il m'a dit. Il n'est pas bienheureux? Il n'est pas? Il est vénérable. Je ne sais pas, bienheureux, c'est après? Ah, c'est après, comme quoi? Ah, comme un miracle, et 2 miracles, c'est le vertu. Ah, ok. Non. Donc c'est vénérable. Pas de miracle encore. Donc on ne doit rien intégrer. Si vous voulez, j'ai un des cartes, mais c'est en espagnol. Mais si vous voulez apprendre, sinon c'est dans son site. Oui. J'avais une préoccupation parce que les gens qui soutiennent l'avortement et l'euthanasie, il faut avoir la raison, c'est-à-dire que c'est une façon positive de pouvoir aider les personnes. On ne cherche pas à tuer l'enfant, mais à sauver la maman du danger. On ne cherche pas à tuer quelqu'un par l'euthanasie, mais à soulager la douleur. Parce que c'est trop atroce, pour tout qui ne vivra pas. Et en le donnant peut-être morphine ou des choses comme ça, c'est pour le soulager, pour qu'il parte en paix. Parce que qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, on fait les décisions par le relativisme éthique. Et ça, c'est très dans les sentiments. Donc les choses passent seulement dans les sentiments. Oh, la maman va souffrir. Oh, je ne veux pas souffrir à la fin de la vie. Et on doit faire les choix par une science qui s'appelle l'éthique. C'est une science universelle, avec une méthodologie d'étude, qui te dit qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est mal. Et aussi, si on va prendre les points communs, je pense qu'on doit parler beaucoup plus à ça qui va devenir à la femme qui passe en avortement. Parce que je ne peux pas dire à une femme, spécialement si c'est une jeune femme, il s'est allé avec les garçons pour des choses d'amour, de plaisir, et ça vient un intrus qui arrive, que c'est le bébé, mais il n'a fait pas ça pour avoir le bébé. Seulement, il voulait le plaisir, entre guillemets l'amour, et ça paraît un intrus. Et je lui dis, tu dois aimer l'intrus. Donc on doit parler, je pense, plus à la femme. Qu'est-ce qu'il va passer à elle si elle fait l'avortement? Parce que l'avortement, toujours, il laisse une blessure à la femme.